Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h sur votre télévision Burkina Info. Au sommaire de ce journal, les résultats définitifs des élections municipales du 22 mai 2016 ont été proclamés. Le Conseil d'État confirme la victoire du MPP au scrutin. Organisation des élections couplées du 29 novembre 2015 et celle du 22 mai 2016, les démembrements de la CENI du centre dressent leur bilan, le point dans cette édition. Les deux commissions d'enquête parlementaires sur la gestion des titres fonciers urbains et le contrôle des titres miniers ont été installées. Leurs rapports sont attendus dans 2 mois. Municipal 2016, le MPP reste le grand vainqueur des élections locales du 22 mai 2016 avec 11 208 conseillers. Le parti au pouvoir est suivi de l'UPC et du CDP. Les résultats définitifs des élections municipales ont été proclamés ce 14 juin par le Conseil d'État, Souleymane Koulibaly. L'institution a aussi salué la CENI pour les résultats, la réussite de l'organisation du scrutin. Ibrahim Zongo, reportage. La Commission électorale nationale indépendante CENI est désormais experte en matière d'organisation des élections. C'est du reste l'affirmation faite par le président du Conseil d'État ce mardi 14 juin 2016 à l'occasion de la proclamation définitive des résultats des municipales du 22 mai 2016. Et pour cause. Après les rectifications, donc les annulations ne sont pas importantes. Elles ne sont pas de nature à modifier fondamentalement les résultats pour amener à leur annulation. Donc la CENI a très bien organisé ces élections locales, c'est-à-dire les élections municipales, ce qui a fait que les résultats du Conseil d'État sont sensiblement les mêmes que ceux de la Commission électorale indépendante, la CENI. Donc ça prouve que la CENI est devenue en quelque sorte un expert en organisation des élections. Au résultat final, les chiffres restent donc inchangés avec en tête le mouvement du peuple pour le progrès qui totalise 11 208 conseillers, suivi de l'Union pour le progrès et le changement avec 3 094 sièges et en troisième place le Congrès pour la démocratie et le progrès avec 2 145 conseillers. Des chiffres qui selon le Conseil d'État confirment la régularité du scrutin. Toutefois, une recommandation et non des moindres a été faite. Les recommandations, c'est surtout pour améliorer les prochaines élections municipales, c'est-à-dire en réalisant le code électoral. Parce que y a certains articles, par exemple, on a demandé la production de la copie de la carte électorale. Ça n'a pas été expressément exigé par le code, alors que sans cela, on rejette votre candidature. Il faut noter que ce scrutin a enregistré 355 recours devant les tribunaux administratifs, dont 87 appels devant le Conseil d'État. Ces municipales viennent donc compléter le vide administratif local né de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Les membres des démembrements de la région du centre ont dressé ce matin le bilan de la capitalisation des acquis des élections couplées du 29 novembre 2015 et celle du 22 mai 2016. Plusieurs insuffisances ont été énumérées, notamment la disparité de paiement constatée entre les membres. Plus de détails avec Hassan Nakrou. Face au président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les membres des démembrements de la région du centre ont fait le bilan de la capitalisation des acquis des élections présidentielles et législatives du 29 novembre 2015 et celles des municipales du 22 mai 2016. Les sacrifices consentis de part et d'autre pour aboutir au bon déroulement des élections qui nous réjouit tous aujourd'hui n'ont pas été toujours à la hauteur des attentes des démembrements. En effet, si certaines propositions de démembrement ont été prises en compte, telles que la prise en compte des démembrements de la formation des membres du bureau de vote, la confiance accordée au démembrement pour le recrutement et la formation des MBV, la mise à disposition très tôt du matériel et documents électoraux, ce qui a permis au démembrement de mieux procéder au déploiement du dit matériel dans les bureaux de vote. Et ces attentes qui n'ont pas été à la hauteur ne sont rien d'autre que la disparité de paiement constatée entre les membres. Il est gênant, Monsieur le Président, très gênant de voir qu'en quelques heures de travail,
certains peuvent être indemnisés moins 5 à 6 fois, alors que d'autres, pendant tout ce processus, ils donnent 6 fois moins pour quelques heures de travail. C'est gênant, voire très gênant. Et face à cette situation, les membres ont fait des propositions au président. Aussi, pour parler de cette disparité, Monsieur le Président, permettez-nous de vous faire les propositions ci-après. Le relèvement des indemnités de cession des membres des démembrements de 2 000 à 5 000 francs par jour. L'octroi d'une indemnité spéciale de 50 000 francs par jour. Enfin, Monsieur le Président, nous souhaitons que les membres des démembrements de la CENI soient proposés à la décoration pour services rendus à la nation. Toute chose que Barthélémy Kéré promet de transmettre à qui de droit pour une prise en compte de ces propositions dans les années à venir. On va transmettre aux autorités pour dire que voilà, dans le bilan qui a été fait, voilà ce que donc les démembrements du centre ont dit. Je suis pratiquement certain que ça viendra aussi des autres régions, de la même manière. Ce fut aussi l'occasion pour le président de la CENI d'annoncer aux membres des démembrements de la commission que la fin de son mandat est prévue pour le mois d'août prochain. Autre actualité, les membres des 2 commissions d'enquête parlementaire sur le foncier urbain et la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières ont été officiellement installés aujourd'hui. Ces commissions sont composées de 20 députés. Ces derniers ont un délai de 2 mois pour la finalisation de leur rapport. Le reportage est de Cheikh Omar Bandaougou. Ils sont au total 20 députés de l'Assemblée nationale burkinabé à avoir été installés ce 14 juin dans leur fonction de membres de commission d'enquête parlementaire. L'une sur le foncier urbain au Burkina Faso et l'autre sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des entreprises minières. Une installation tenue conformément à la résolution adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 12 avril dernier et qui fait suite au constat qu'un certain nombre de dysfonctionnements et de manque de transparence a entouré le domaine foncier urbain et la gestion des titres miniers dans notre pays. Quoi de plus normal pour le président de l'Assemblée nationale que de rappeler à chacune des commissions sa mission principale. Il s'agit donc, pour la première commission d'enquête sur le foncier, de faire l'état des lieux du foncier urbain de 1995 à 2015. Et la première étape va consister à relier cette enquête sur les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Ensuite, de rapprocher les procédures utilisées pour la gestion du foncier urbain avec les prescriptions de la réglementation en vigueur et de relever les irrégularités. Et pour la commission d'enquête sur les titres miniers, il s'agit d'appréhender la pertinence économique et la traçabilité du flux des titres miniers délivrés, d'examiner la légalité des activités minières qui sont menées sur le territoire national et surtout de préconiser des mesures de transparence et de bonne gestion des titres miniers. Ces 2 commissions pourront s'attacher les services de tous ceux dont l'apport se veut nécessaire dans l'accomplissement de leur mission. Elles devront déposer un rapport sur le bureau de l'Assemblée nationale dans un délai de 2 mois à compter de leur installation. Les syndicats des magistrats refusent que l'indépendance de la justice, au lieu d'être renforcée, puisse être remise en cause. Dans une récente déclaration, les magistrats ont dénoncé le fait que la justice burkinabé est en train d'être dénigrée dans le seul objectif, je cite, de restaurer la présidence du chef de l'État et la vice-présidence du ministre de la Justice au Conseil supérieur de la magistrature. Pour eux, les actions préparatoires sont entre autres la manifestation de la société civile devant le palais de justice de Ouagadougou et les graves déclarations des premiers responsables du pays. Le ministre des Transports, Souleymane Soulama, a effectué une série de visites dans les différentes compagnies de transport en commun. Cette tournée a consisté à se rassurer du respect effectif des nouvelles mesures prises par le gouvernement pour réduire les cas d'accident de la route. Suivant cet extrait du ministre des Transports. Ce soir, nous avons décidé de
passer visiter un certain nombre de compagnies pour nous enquérir, voir de visu, est-ce que ces mesures sont appliquées, est-ce qu'ils ont pris en compte tout ce que nous avons recommandé. Alors, ce soir, je peux dire que je suis très heureux, je suis très content parce que partout où nous sommes passés, nous sommes à notre 5e compagnie, comme vous l'avez constaté. Et en ce qui concerne d'abord la limitation de vitesse, vous savez, nous avons donné 6 mois pour que toutes les compagnies puissent plomber les cars, en tout cas limiter, mettre des systèmes de limitation des cars. Et nous sommes heureux de savoir qu'il y en a qui ont déjà pris ces mesures. Il y en a qui ont commandé les dispositifs, ce n'est pas encore arrivé. Et il y en a aussi qui, carrément, ils ont des systèmes d'alarme. C'est-à-dire que si les chauffeurs dépassent un certain nombre de kilométrages, ils dépassent 90, lorsqu'ils appuient, il y a un signal sonore qui retentit. Et les passagers, ça gêne même les passagers. Donc il est obligé d'enlever son pied sur l'accélérateur. Nous avons aussi cherché à comprendre. C'est des endroits qui brassent du monde avec des bagages. Quelles sont les mesures sécuritaires qu'ils prennent par rapport aux bagages, aux gens qui arrivent? Donc ils nous ont fait voir, ils nous ont vu qu'il y en a qui ont des systèmes de détecteurs de métaux qui passent sur les bagages. Il y en a qui fouillent les bagages. Effectivement, nous voyons des agents de sécurité devant chaque gare, devant chaque compagnie. Donc, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits, nous sommes contents de cette mise en œuvre des mesures que nous avons prises au niveau du gouvernement. La suite de ce journal, le 14 juin 1961, les autorités instauraient l'éducation rurale au Burkina Faso. À travers ce projet, il s'agissait d'inculquer aux enfants qui n'ont pas pu être scolarisés une instruction élémentaire, une formation agricole et civique. Au fil des années, l'objectif et la dénomination même du projet ont été modifiés. Samba Kassile Traoré revient ici sur les grands points de l'éducation rurale au Burkina. Sur des vastes étendues peu peuplées, avec un habitat très dispersé, on trouvait peu de solutions éducatives au Burkina Faso, hormis le regroupement en internat dans quelques agglomérations centrales. C'est pour répondre aux besoins propres en matière d'éducation dans le milieu rural que la pédagogie a cherché à créer des procédures adaptées à ces publics et inventer des stratégies locales, d'où l'éducation rurale. L'éducation rurale instituée le 14 juin 1961 par décret numéro 327 Presse et N avait pour objectif d'assurer à la totalité des enfants qui n'ont pas pu être scolarisés une instruction élémentaire et une formation agricole et civique. Des centres d'éducation rurale chargés de dispenser cette éducation ont été implantés dans les villages où il n'existait pas d'école classique. L'éducation rurale s'adressait aux jeunes de 12 à 14 ans n'ayant pas pu aller à l'école classique. Le projet prévoyait un accroissement de la productivité et de la production rurale en formant des jeunes agriculteurs susceptibles de transformer leur milieu social et de réduire ainsi le chômage. Pour atteindre son but, le projet réduit la durée de la scolarisation à 3 ans au lieu de 6 et le coût unitaire de fonctionnement à 6 500 francs par an par élève au lieu de 13 000 francs pour le primaire classique. Il était aussi prévu que ce soit le même enseignant qui monte au fur et à mesure avec les mêmes élèves, avec des centres d'éducation rurale distincts pour les filles et les garçons. Une évaluation faite entre 1972 et 1973 a conclu qu'il fallait redéfinir les objectifs du système et mettre en place de nouvelles structures. C'est ainsi que l'éducation rurale n'allait plus avoir pour but de scolariser ni d'alphabétiser, mais plutôt de former des jeunes agriculteurs. L'appellation change en passant à la formation des jeunes agriculteurs au lieu d'éducation rurale et à regroupement des jeunes agriculteurs. Cependant, tous ceux qui ont étudié le système d'éducation rurale burkinabé ont abouti à la conclusion que ce système ne pouvait pas coexister avec le système classique qui, en dépit des défauts que tout le monde s'accorde à lui reconnaître, continue d'être la voie royale de la promotion sociale. La disparition de cette dualité a été suggérée. 14 juin 2007, 14 juin 2016, il y a 9 ans que Kurt Waldheim a tiré sa révérence. L'homme dont la mémoire est honorée aujourd'hui s'est battu pour la résolution du conflit israélo-arabe.
Ancien secrétaire général de l'ONU, il a également milité pour le développement économique des pays les plus pauvres. Retour sur son parcours avec Mahmoud Sangari. Né le 21 décembre 1918, Kurt Waldheim a commencé ses études au lycée d'Alabae, d'où il rejoint la fraternité catholique. Puis, entre 1936 et 1937, il fait son service militaire dans l'unité de cavalerie du 1er régiment des dragons de l'armée autrichienne. Il obtient son diplôme en droit en 1939. Ensuite, il rejoint le rang de la Ligue des étudiants allemands national-socialistes, une section du parti nazi. Il devient en 1945 secrétaire de Karl Gruber, le ministre des Affaires étrangères conservateur chrétien. De 1948 à 1951, il est premier secrétaire de l'ambassade d'Autriche à Paris, puis chef du personnel du ministère des Affaires étrangères de l'Autriche jusqu'en 1955. De 1964 à 1968, il retourne à l'Organisation des Nations Unies, ONU, comme représentant de l'Autriche et participe à des travaux de l'espace extra-atmosphérique. Bien qu'il n'appartenant à aucun parti politique, il est ministre des Affaires étrangères de 1968 à 1970 au sein du gouvernement du Parti populaire autrichien. Il accède au poste de secrétaire général de l'ONU en janvier 1972. À ce titre, il s'implique fortement dans l'intervention de l'ONU pour la résolution de certaines crises, notamment le conflit israélo-arabe, et il est réélu pour un second mandat par acclamation en 1976. Kurt met également l'accent sur la nécessité d'un développement économique des pays plus pauvres. Il réagit également au massacre des Hutus au Burundi, les qualifiant de génocide. Il a échoué à obtenir un troisième mandat, la Chine ayant mis son veto. C'est le 14 juin 2007 qu'il a rendu l'âme à Vienne. Il faut noter qu'à la fin du mandat de Kurt, ce sont au total 4 secrétaires généraux qui l'ont succédé à la tête de l'Organisation des Nations Unies, à savoir Janvier Pérez du Pérou, Boutros Ghali de l'Égypte, Kofi Annan du Ghana et l'actuel secrétaire général, le Sud-Coréen Ban Ki-moon. Aujourd'hui, 14 juin, les donneurs de sang sont à l'honneur à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du don de sang au Burkina Faso. Le Centre régional de transfusion sanguine, CRTS de Ouagadougou, traverse une période difficile en ce moment. Les donateurs se font rares, or la demande de sang est très élevée. Suivant ce constat établi au CRTS de Ouagadougou par Gaël Rodrigue. Il est 9h et nous sommes dans la salle de collecte de sang du Centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou. Comme vous le constatez, les chaises sont vides. Les inconditionnels donneurs du liquide vital se font rares, alors que les besoins en sang dans les différentes formations sanitaires se posent avec acuité. Le personnel de santé, lui, est toujours dans l'attente. Les raisons de cette situation avec le major. Actuellement, il faut dire que nous sommes en train d'entamer une période que nous disons la période difficile, qui part en tout cas du début juin jusqu'à la reprise de l'année scolaire qui est octobre. Donc à cette période, en tout cas, les demandes des différentes poches s'augmentent. Vous n'ignorez pas qu'avec le paludisme qui est là en période hivernage, les enfants, surtout de 0 à 5 ans, 0 à 5 ans en pédiatrie ont besoin de beaucoup de poches à cause de l'anémie, manque du sang. Donc ça fait que la demande est vraiment très élevée. À nos jours, nous pourrons dire qu'au niveau de l'hôpital Yarado, uniquement que de l'hôpital Yarado, nous avons à peu près 200 poches qui sortent par jour. Alors que quand on regarde au niveau du site fixe où nous attendons les donneurs qui sont dits donneurs réguliers, nous avons à peu près 30 à 40 maximum de poches que nous pouvons collecter par jour. Donc la demande est vraiment très élevée présentement. Selon Adama Doulkoum, le nombre de collectes cette année est en deçà de celui de l'année dernière. Si je ne me trompe pas, en tout cas l'année passée, comparativement à l'année passée à cette année, du mois de janvier jusqu'en fin mai, nous étions à 6000 poches que nous avons pu avoir, que ce soit de la collecte mobile ou la collecte fixe. Et cette année, nous avoisinons les 4000, 4200. Donc c'est pour dire qu'il y a un manque à gagner de près de 1500 poches. 15 minutes après, les premiers donneurs se signalent. Au nom de Dieu, ils disent venir contribuer à leur manière à sauver des vies en danger. Le sang, c'est pour sauver les autres. Toi-même, tu ne sais pas quand ça va t'arriver aussi.
Même avant de venir ce matin, j'ai appelé les amis qui sont assis avec moi de venir, on va venir donner. Parce que quand tu donnes, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi-même. Si Dieu me donne longue vie, je vais toujours continuer à donner ça. Non, c'est juste un choix seulement à penser que ça peut aider les gens. Comme c'est un choix, et puis c'est une bonne chose aussi. En tout cas, je donne conseil à tous ceux qui peuvent donner, n'a qu'à venir donner. J'ai même fait amener mon ami ici. C'est sa première fois ici. Ici, au laboratoire d'analyse, pas de sang disponible pour les analyses, plongeant ces médecins en chômage technique. Dans ces différents réfrigérateurs, si quelques-uns ont quelques poches, d'autres sont quasiment vides. Bon, alors donc, vous l'avez vu, hein, les frigos sont pratiquement vides. Donc vraiment, nous manquons cruellement de sang au laboratoire ici. Donc cela s'en ressent parce qu'à la collecte, avec la période, il correspond à la période de vacances chez les établissements scolaires et autres. Voilà, cela s'en ressent au laboratoire. Donc du coup, les collectes ont beaucoup ralenti et présentement, on manque réellement de sang. Au moment où nous quittions les lieux, une dizaine de poches avaient pu être recueillies. Un homme qui est loin de répondre aux attentes journalières du CRTS. Alors, un appel est donc lancé à la population à venir donner son sang. Un simple geste qui participe à sauver de nombreuses vies. La fondation allemande Konrad Adenauer a organisé ce mardi une conférence de presse sur la question des défis des entreprises allemandes face à l'immigration. Durant ces échanges, la nouvelle politique allemande en matière d'immigration a été longuement expliquée aux hommes de médias. Mouniratou Guiro Lougué. Organisation allemande disposant de plus de 70 bureaux dans le monde et de projets dans plus de 120 pays, la Fondation Konrad Adenauer a comme centre d'intérêt l'homme dans sa dignité, dans ses droits et dans ses devoirs. Ce sont des membres de cette fondation, en présence d'une association allemande d'entreprises privées, qui étaient face aux hommes de médias burkinabés ce 13 juin 2016 pour discuter des défis des entreprises allemandes face à l'immigration. 2015 a été une année exceptionnelle dans l'histoire de notre pays. Nous avons reçu à peu près 1 million d'immigrants venant surtout de la Syrie et de l'Afghanistan. Le défi pour un pays de 82 000 habitants d'intégrer dans 365 jours 1 million d'immigrants est un défi qui pose des problèmes, mais qui trouve aussi des solutions. Et l'une des solutions à ce problème est l'adoption par l'Allemagne d'un nouveau système d'immigration. Pour tous ceux et toutes celles qui réfléchissent dans les pays subsahariens, d'essayer de trouver un chemin vers l'Allemagne, on peut leur indiquer que ça va devenir plus difficile dans les mois et les années à venir. Parce que l'Allemagne actuellement se concentre à l'intégration de tous ceux et toutes celles qui sont venus pour de bonnes raisons. À en croire le principal orateur, l'Afrique de l'Ouest est une région en croissance qui a besoin d'une forte industrialisation. Et cette visite est l'occasion pour les entreprises allemandes de tâter le terrain et aussi établir des contacts pour des projets d'investissement au Burkina Faso. L'élan de solidarité de la Fondation Qatar Charity continue durant ce mois de carême. Près de 400 orphelins parrainés par la Fondation Qatar Charity ont reçu cet après-midi un important don de vivres. Le lot d'une valeur de près de 15 millions de francs CFA est composé de sacs de riz, d'huile et de sucre. La remise s'est effectuée en présence de Gaël Rodrigue. Après l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina, c'est au tour des orphelins de bénéficier des largesses de la Fondation Qatar Charity en ce mois de Ramadan. D'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA, le don est composé de riz, de sucre et d'huile. Donc ça, c'est notre devoir ici au Burkina depuis 1986. Nous avons des anciens collaborateurs et donc vu
leur défaillance par rapport à la gestion des projets qu'on l'a soumis, Qatar Charité a pris une décision de venir eux-mêmes pour ouvrir leur bureau et suivre le projet main à main pour qu'on puisse voir quand même les fruits et les impacts qu'on cherche à avoir pour chaque individu, surtout les orphelins et les autres familles diminuées. Disons, effort là, ce n'est pas tout juste destiné à les musulmans. Si vous avez bien entendu, le premier nom qu'on a appelé, c'est un chrétien. Nos valeurs, c'est la non-discrimination. Nous sommes ici pour tout le monde. C'est l'être humain, on cherche la dignité humaine. Le fait qu'on assiste tout le monde, c'est ça notre devoir ici au Burkina Faso. Tous les 400 orphelins parrainés par la Fondation sont répartis chacun avec un sac de riz de 25 kg, 2 bidons d'huile et un carton de sucre. Toute chose qui réjouit le cœur des parents des bénéficiaires. De bénéficier d'un don de 2 kilos. 2 kilos de sucre, bidon d'huile et un sac de riz au profit des orphelins. Bon, on reçoit ça avec beaucoup d'honneur et beaucoup de joie et ça va quand même nous permettre d'aider avec ce mois de béni Ramadan à la prise en charge de nos enfants. Je suis venu avec l'enfant de mon grand frère, Père Sona. Moi, je remercie les donateurs de Qatar Charité pour nous avoir permis de gagner un sac de riz, 2 bidons d'huile et 2 paquets de sucre. Voilà. On les remercie beaucoup pour leur soutien et on espère que ça va continuer. Ça va servir beaucoup de choses. Ça va nous permettre à regarder nos enfants. Vraiment, merci beaucoup. Oui, à passer un bon mois de carême. Vraiment, on vous remercie. C'est avec les bras et la tête chargés que parents et enfants ont rejoint leur famille, tout en espérant que d'autres structures emboîtent le pas à Qatar Charity. Poursuivons avec la coopération Inde-Côte d'Ivoire. Le président indien effectue une visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue ivoirien aux environs de 12 heures temps universel. Et durant ce séjour en terre ivoirienne, ce sont plusieurs accords de partenariat qui seront conclus. C'est le premier procès en Guinée concernant la gestion des fonds liés à Ebola. Un membre de la coordination nationale de la lutte contre l'épidémie d'Ebola accusé d'avoir subtilisé 529 millions de francs guinéens, soit environ 60 000 €, a écopé hier de 18 mois de prison ferme. 5 ans de prison, c'est un autre verdict prononcé contre un employé du ministère de la Santé en Guinée. Et nous refermons ce journal avec cette information. Merci à tous de l'avoir suivi.